Oui, bonjour, je suis Michèle Caron, psychoéducatrice. J'ai travaillé au Centre Jeunesse de Montréal, Institut universitaire, en tant que conseillère clinique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré mon collègue Daniel Puskas, qui travaille toujours à ce même Centre Jeunesse comme conseiller clinique. Daniel a écrit un volume en 2002. Le volume s'intitule « Amour cloué » qui parle de la répétition transgénérationnelle et de la fonction paternelle. Alors, il a édité ce volume-là à la maison d'édition Sciences et Culture. Nous le rencontrons aujourd'hui pour parler de son récent volume « Les capteurs de rêve » qui va traiter des rencontres d'accompagnement clinique. Alors, ça nous fait plaisir de le rencontrer aujourd'hui pour échanger avec lui sur cette nouvelle parution aux éditions Béliveau. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors moi, ce qui me fascinait dans ton livre, c'est le titre, « Les capteurs de rêve ». J'ai trouvé que ça donnait vraiment une coloration, une forte coloration affective à ton livre. Alors j'aimerais ça que tu nous en parles, comment ça t'est venu, parce que je trouvais, moi, que ça nous amenait à déployer nos antennes pour vraiment s'ouvrir à des espaces beaucoup plus vastes, autant extérieurs qu'intérieurs, hein, je pense. Fait que j'aimerais ça que tu nous dises d'où ça vient. Le flash m'est venu en réaction au film Les voleurs d'enfance. Ah, oui. C'est pas vrai qu'on est des voleurs d'enfants ou d'enfance, plutôt d'enfance. Et puis ça m'est venu comme ça, il y a quelque chose au niveau du rêve qui trottait dans la tête. Comme j'ai eu le flash, je me disais, OK, capteur de rêve de l'artefact amérindien qui est présent dans plusieurs cultures des Premières Nations, qui a une double fonction. C'est-à-dire que le capteur de rêve est d'abord un filtre pour arrêter les cauchemars puis laisser passer les bons rêves, donc une fonction de protection. Il y a aussi dans la légende de certains peuples, la mythologie dit que c'est dans un des peuples, c'est une araignée qui a tissé une toile d'araignée, puis quand on regarde les capteurs de rêve, c'est souvent ça a une forme un petit peu de toile d'araignée, pour capter les rayons du soleil, les emmagasiner, puis les libérer le lendemain matin. Donc c'était pour s'assurer que le soleil suive le vécu tout au long de leur migration pour leur subsistance. Et puis, j'ai utilisé ça ensuite comme métaphore, c'est-à-dire que l'intervenant devient un capteur de rêve. C'est-à-dire que dans sa double fonction, c'est-à-dire une fonction de protection, comme on a beaucoup au Centre Jeunesse, puis une fonction aussi de capter les rêves, et puis des faire retransmettre, ressortir, libérer dans une réponse qui serait l'intervention aussi. Ah, c'est bon. Alors, dans ton livre aussi, j'ai remarqué que tu peux apporter souvent l'étymologie de certains mots. Donc, moi, il y a deux mots que j'ai retenus particulièrement, c'est le mot thérapeutique et le mot accompagnement. Alors, je pense que tu sembles traduire que pour le psychoéducateur clinicien, c'est important qu'il comprenne le sens thérapeutique de l'accompagnement clinique qu'il fait. Donc, peut-être ce serait bien que tu nous apportes un peu l'étymologie de ces deux mots-là plus précisément. OK, bien sûr. Je m'intéresse beaucoup à l'étymologie, parce que j'ai une formation aussi comme psychanalyste, donc tous les mots, l'histoire des mots, le sens des mots, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et quand on retrace l'histoire de certains concepts, de certains mots, ça nous redonne aussi le sens initial, puis ça éclaire le présent aussi avec une signification qui a des fois été perdue, mais qu'on peut réintrojecter dans le présent. Il y a thérapeutique, mais c'était clinique. Hein? C'est le mot clinique qui vient du grec cliné, qui veut dire lit, et c'était l'activité des médecins au chevet du lit du patient. C'était toute l'utilisation des sens dans le but de décoder les signes qui sont les symptômes, dans le but d'en faire un diagnostic et éventuellement un traitement. Donc la clinique, c'était les activités du médecin autour du lit. Et je trouvais ça intéressant dans le travail du psychoéducateur, particulièrement ceux qui sont en internat, qui travaillent auprès des jeunes dans un vécu partagé, de voir que la clinique, c'était vraiment l'utilisation des sens, mais au quotidien, pour se faire une idée des problématiques, dégager un sens de ça, puis éventuellement le faire intervention. Ah oui. Au niveau de l'accompagnement, étymologiquement, c'est qui partage son pain en cheminant dans une direction. C'est-à-dire que c'était tout le compagnonnage aussi. Donc, il y a eu compagnon qui a donné le mot accompagnement,
qui était un petit peu ce cheminement des compagnons dans l'époque en France, dans l'apprentissage des différents métiers. Donc l'accompagnement a un sens très lointain, mais de marcher avec aussi, puis de partager un pain dans une direction donnée. Donc l'accompagnateur va accompagner un jeune, c'est-à-dire qu'il va marcher avec lui, partager des choses dans une direction donnée. Puis avec une nourriture psychique avec aussi. Une nourriture psychique. Qui vient avec le terme. Oui, c'est ça, je trouve ça bien, le terme. Puis il y a un mouvement aussi dans l'accompagnement que je trouve intéressant. Alors ça rejoint vraiment le psychoéducateur dans son action quotidienne. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est la rencontre d'accompagnement clinique m'apparaît quelque chose d'assez spécifique au psychoéducateur quand on le définit autour de ces deux concepts-là. De ces notions. Ça, Verna, de voir, c'est quoi la caractéristique spécifique de l'accompagnement clinique par rapport à d'autres types d'aide thérapeutique, on pourrait dire? Oui. Moi, je pense au counseling ou à la psychothérapie, dont on parle beaucoup ces temps-ci. C'est quoi qui est vraiment la caractéristique principale de la rencontre d'accompagnement clinique? Bien, j'aime bien le fait que tu utilises le mot thérapeutique, parce que étymologiquement, c'est prendre soin. Je pense que le psychoéducateur a une action thérapeutique parce qu'il prend, entre autres, soin de la relation. Donc, la rencontre d'accompagnement clinique est centrée sur la relation qu'un psychoéducateur va avoir avec un sujet donné. Et gravite autour de la notion extrêmement importante en psychoéducation d'utilisation. Autant en psychothérapie, une des interventions privilégiées va être l'interprétation, mais l'interprétation vise des mots, des paroles que les gens vont prononcer en psychothérapie, alors que l'utilisation vise plutôt les événements. Donc c'est l'utilisation des événements. Donc là, quand on regarde le spécifique de la rencontre d'accompagnement clinique, on se dit, pour reprendre le modèle psychoéducatif, il y a des choses d'organisées, il y a des activités qui sont animées, et il y a l'utilisation clinique de ces événements-là qui devient le centre de la rencontre d'accompagnement clinique. Donc, dans ce sens-là, il y a quelque chose d'extrêmement spécifique à la psychoéducation, parce que c'est greffé sur le modèle psychoéducatif. En lien avec les opérations professionnelles. En lien avec les opérations professionnelles. Et ça donne de l'ampleur à cette opération-là, l'utilisation. Oui, tout à fait. Il y a une centration qui est faite dans la rencontre d'accompagnement clinique. Ce qu'on peut dire qui ressemble à d'autres formes de thérapie, c'est que c'est fait par le même intervenant, dans un cadre spatio-temporel qui est le plus possible le même. Ça m'apparaît extrêmement important, d'autant plus qu'avec la clientèle avec laquelle on travaille, ce cadre-là spatio-temporel, à l'intérieur de laquelle une relation peut se déployer, a souvent été très carencé. Ce cadre-là, très incohérent, très instable. De là l'importance de donner aux jeunes qu'on accompagne, ou aux adultes qu'on accompagne, ce cadre-là, très fixe, très stable, autour duquel, ou dans lequel la relation va pouvoir se déployer de plus en plus dans un sentiment de confiance et de sécurité aussi. On accorde une importance au monde intérieur du jeune ou du sujet qu'on accompagne. C'est extrêmement important parce qu'on ne travaille pas sur les symptômes, mais on va travailler beaucoup sur le sens des comportements. Et il y a une écoute aussi de la dimension intrapsychique, la dimension intérieure des jeunes. Il y a une place également centrale autour de l'analyse du transfert et du contre-transfert, le transfert comme étant un rejout des patterns relationnels vécus